messieurs, bonsoir et bienvenue. 4 avril 2020, le Sénégal célèbre 60 ans d'accession à la souveraineté internationale. Rôle des armées dans la lutte contre les pandémies et autres formes de catastrophes. Le thème de cette année recoupe le contexte mondial marqué, comme vous le savez, par la pandémie du Covid-19. C'est dans ce contexte que ce soir, le Point reçoit le médecin colonel Abdoul Aziz Ndiaye. Il est le directeur de la santé des armées, par ailleurs spécialiste en santé publique. Colonel Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, M. Ousmane Ngari. On l'a dit, vous êtes directeur de la santé des armées, vous êtes spécialiste en santé publique. Quand on parle de santé publique, on pense à quoi? C'est une branche de la médecine générale, non? C'est une branche de la médecine, c'est en fait une spécialisation, mais qui s'intéresse plus à la santé collective, à la santé des populations, contrairement à la médecine clinique qui s'intéresse à un individu. Là, vous sortez carrément du cadre de l'armée pour intégrer la population globale. Ça vous met aux prises avec la population réelle? L'armée, déjà, est une communauté. Absolument. Comme la population. Et à tous les niveaux, nous pouvons faire de la santé publique. Avant les armées, vous étiez à la gendarmerie où vous avez géré aussi le volet santé en tant que médecin au niveau de ce corps. Pour mon cursus, après la sortie, j'ai travaillé comme médecin-chef de garnison au niveau donc des CMG, des centres de garnison. Ensuite, j'ai eu à travailler en santé publique comme médecin-chef de district. Je suis revenu dans le cadre comme médecin-chef de zone qui correspond à la région militaire. Ensuite, je me suis spécialisé en santé publique avant d'occuper plusieurs fonctions au niveau de la direction. Chef de la division études contrôle, médecin-chef des armées et plus tard, médecin-chef de la gendarmerie, avant de revenir comme directeur de la santé des armées. Et c'est comme cela, l'armée fournit à tous ses corps, gendarmerie, police, sapeurs, des médecins, c'est tous des médecins militaires qui interviennent? Tout à fait. L'armée pourvoit les forces de défense de sécurité en médecins militaires. Vous avez fait combien d'années à la gendarmerie? 5 ans. 5 ans. Oui. Votre invitation intervient au moment où le Sénégal vient d'enregistrer le premier cas de décès sur son sol lié au Covid-19. Quelle analyse faites-vous déjà de ce cas de mort sur le sol sénégalais en tant que médecin? Selon vous, qu'est-ce que cela traduit? Permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à la population sénégalaise et particulièrement la famille du disparu. Oui. Également présenter nos condoléances aux médecins qui, c'est sûr, sont battus corps et âme pour sauver M. Pape Diouf. Malheureusement, ce qui est arrivé, nous l'avons tous noté. Je pense que les spécialistes de la santé publique l'avaient déjà prévu. En cas d'épidémie à coronavirus 19, on s'attendait qu'il y ait des décès. Le professeur Seydi, responsable des maladies infectieuses, l'avait déjà dit, qu'on s'attendait à des décès. C'est notre premier cas. Sur 175, c'est moins de 0,5%. Je pense qu'un cas de décès est toujours regrettable, mais quand même, moins de 0,5%, ça donne une performance des systèmes de santé sénégalais. Adéquate, mais voilà. Ça traduit tout de même la gravité de la situation dans laquelle le Sénégal se trouve aussi. Tout à fait. Je pense que la situation doit être considérée comme grave. C'est déjà une pandémie. On sait qu'il y a un risque extrêmement important de morbidité, donc de survenue des cas, mais également parfois de décès chez certaines personnes. Vous avez parlé de prise en charge au regard du faible taux de mortalité pour le moment, ou de morbidité si on veut. On imagine qu'avec le professeur Seydi, à ses côtés, vous avez des médecins militaires qui interviennent aussi dans le cas de la prise en charge de ces malades du Covid-19. Dans le cadre de la pandémie, les médecins militaires interviennent à tous les niveaux. D'abord, au niveau du comité de gestion des épidémies, la direction est représentée par le directeur de la santé des armées. Au niveau du SOIS également, il y a des médecins militaires là-bas. Également, au niveau des centres de traitement, que ce soit à Fan, à Touba, à Diamniadio et même à la clinique Golf, il y a des médecins militaires là-bas qui sont fortement représentés. Vous êtes connu pour la rigueur dans les process. Le comité national de riposte
C'est un terme militaire hein, quand on parle de riposte. On imagine que vous devez être aux avant-postes de cette riposte nationale. En fait, l'épidémie, c'est d'abord un problème de santé. Et il y a un ministère qui est chargé de la santé. Et nous, dans notre mission, une de nos missions est en fait de participer au service de santé publique. Et dans ce cadre, justement, nous jouons un rôle important et nous répondons à toutes les sollicitations du ministère qui est chargé de la santé. C'est comme cela que vous avez installé un hôpital militaire à Touba, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet hôpital militaire? Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les soins qui sont distribués à bord? L'hôpital militaire, c'est un hôpital de campagne qui a été installé à Touba sur instruction des hautes autorités. C'est lorsqu'il y a eu des cas de Covid-19 au centre de santé de Darou Marnane, Oui. on a été instruit d'installer un hôpital de campagne pour assurer la continuité des services. C'est-à-dire que cet hôpital-là va jouer le rôle que jouait avant le centre de santé de Darou Marnane, avec toutes les spécialités. Et il y a des cas qui ont été référés dans cet hôpital de campagne? Non, c'est juste un centre qui assure la consultation générale. Okay. C'est ce que faisait jusqu'à présent, jusqu'alors, le centre de santé de Darou Marnane. C'est sûr que dans l'exercice, on peut amener à avoir des cas suspects et qu'on va explorer selon le protocole indiqué par le ministère de la Santé. D'accord. C'est un hôpital de campagne, l'hôpital de Touba, mais vous avez des hôpitaux militaires, hein? Hôpital principal, HMO de Ouakam, l'hôpital militaire de Ouakam. Est-ce que dans le cadre de la lutte contre le Covid, ces hôpitaux sont mis à contribution, notamment le HMO? Tous les hôpitaux militaires, je dirais même dire que toutes les structures de santé des armées, des forces armées, sont mis en contribution. Parce que simplement, 82% de nos activités sont dédiées à la population civile. Deuxièmement également, dans le cadre de cette réponse, nous prenons en charge également les militaires et leurs familles. Donc, que ce soit à l'hôpital militaire d'Ouakam, à Principal ou ailleurs, nous participons justement à la lutte contre le Covid-19. Oui, on sait que les casernes ou autres camps militaires hein, sont des lieux de congestionnement humain. Est-ce que les mesures qui ont été établies au niveau national, comment ça s'applique dans les casernes militaires et dans les camps? Je pense que nous avons mis en place un dispositif au niveau des cantonnements militaires. D'abord, à l'entrée des camps, nous avons un dispositif de lavage des mains, de contrôle de la température avec les thermoflasques et l'utilisation de gel hydroalcoolique. Également, au niveau des structures à l'intérieur donc, des camps, nous avons répliqué ce même dispositif en même temps en mettant à côté une salle d'isolement où on pourrait, au besoin, mettre des cas suspects et qu'on pourrait explorer par la suite. Donc, nous avons vraiment pris en compte toutes les mesures édictées par le ministère de la Santé. Et même par endroit, nous avons allé plus loin. Vous êtes allé plus loin par... dans ces mesures, il y a le principe de la distanciation sociale qui, on peut imaginer, peut être difficilement applicable dans les armées. Vous avez des moments de regroupement. Est-ce que tout cela est pris en compte? Est-ce qu'aujourd'hui, les armées se sont adaptées un peu à cette nouvelle donne? Tout à fait. Je pense que depuis le début, les autorités ont pris en compte cette dimension. D'abord, à travers les réunions, même dans nos salles de réunion aujourd'hui, on prend en compte cette distanciation sociale. Pour les regroupements également, pour les sports déjà, il y a une note de service du chef d'état-major général qui interdit les sports de masse, qui est extrêmement important pour la communauté militaire. Pour les couleurs, la levée des couleurs également, il y a une organisation qui permet d'alléger le dispositif que nous appliquons au niveau des cantonnements militaires. D'accord. Vous êtes médecin militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, pour, par exemple, ce qui est de la gendarmerie territoriale, ceux qui sont un peu la gendarmerie mobile, l'armée, ceux qui interviennent dans le cadre de la surveillance, de ce couvre-feu, du contrôle des véhicules, du contrôle des mouvements interurbains, est-ce que tous ces gens-là, aujourd'hui, sont munis d'équipements adéquats pour ne pas contracter ce virus-là, masques, gants et tout ça?
En fait, ça, c'est une préoccupation des plus hautes autorités. Dès le début, elles ont insisté, les autorités, pour la protection des intervenants, que ce soit le personnel de santé, mais également les éléments des forces de défense et de sécurité. Et que ce soit au niveau de l'armée ou au niveau de la gendarmerie, même de la police, les éléments qui interviennent dans le cadre du couvre-feu, effectivement, sont pourvus de moyens de protection individuelle, de masques surtout. D'accord. Merci beaucoup. Quand on parle de la santé militaire, de manière générale, puisque ça, c'est votre cœur de métier, c'est votre corps, qu'est-ce qu'on peut entendre par santé militaire, étant entendu déjà que ces médecins qui sont des médecins militaires suivent presque pour l'essentiel un cursus universitaire civil. C'est quoi la santé militaire? La santé militaire, en réalité, au Sénégal, les médecins militaires sont formés à l'université comme les médecins civils. Mais en plus de cela, le médecin militaire, avant d'aller à l'université en première année, va faire une formation de base à Bango. Et pratiquement de la première à la 4e année, chaque année, il y a une formation militaire, purement militaire. Et de la 4e, la 7e, 8e année, il y a des stages au niveau des hôpitaux. Donc, nous faisons, les médecins militaires donc, font la même formation que les civils au niveau des universités, mais en plus également bénéficient d'une formation militaire échelonnée pendant leur cursus. Et qu'est-ce qui fait la particularité de ces médecins, en fait? Et je dois ajouter, même à la sortie aujourd'hui, on les prend encore pendant 1 an, donc les médecins qui soutiennent leur thèse, on les prend pendant 1 an à l'école d'application pour insister vraiment sur les aspects médico-militaires. Et souvent, à cette occasion, les médecins militaires donc, sont initiés à des pratiques qu'ils ne voyaient pas dans les hôpitaux pendant leur formation de base. Quel genre de pratique, par exemple? Je prends juste l'exemple simple, le sauvetage au combat. Le sauvetage au combat, ça c'est vraiment de l'opérationnel, c'est des choses que le médecin militaire, c'est une formation que le médecin militaire ne reçoit pas durant sa formation. Même l'expertise médico-militaire, c'est également quelque chose que nous les apprenons. Même l'administration, le corps de troupes, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est des modules assez bien fournis, documentés, qui sont proposés au niveau de l'école d'application à tous les médecins sortants de l'université. Et vous faites de l'excellence un principe fondateur même dans cette formation? Tout à fait, tout à fait. Je pense que depuis la rentrée à l'école militaire de santé, qui est une sélection extrêmement rigoureuse, et par exemple, pour l'année dernière, il y avait environ 1700 candidats pour juste 30 postes. Vous voyez ce que cela fait. Donc, la sélection c'est encore élitiste au niveau de l'armée même. Tout à fait, tout à fait. Et durant la formation également, comme les élèves sont à l'internat, il y a de l'émulation et ça permet justement d'essayer de faire la formation dans les délais, également d'être performant pour avoir les meilleurs postes. Et vous avez des médecins, vous avez des militaires, vous avez tous les corps qui existent un peu dans la médecine classique, traditionnelle au sein de l'armée. Ce que nous avons, c'est d'abord les médecins, donc ceux qui ont fait la médecine. Ouais. Il y a les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, également les vétérinaires. Ça, c'est le corps des officiers. Maintenant, pour les paramédicaux, les sous-officiers, nous avons pratiquement toutes les spécialités également. Allant de l'infirmier, donc la formation de base d'un infirmier, assistant infirmier d'État, mais également leur spécialisation qui peut être en imagerie médicale, qui peut être en odontologie, qui peut être en anesthésie, etc. Ce qu'on appelle les techniciens supérieurs. D'accord. Aujourd'hui, vous avez au niveau de Dakar 2 hôpitaux de renom. Il y a l'hôpital principal que vous gérez, mais également l'hôpital militaire de Ouakam, qui est réputé être un hôpital de qualité. Qu'est-ce qui fait de cet hôpital un hôpital de qualité selon vous? L'hôpital principal de Dakar, c'est l'hôpital d'instruction. Je reviens sur HMO. Oui. Principal, c'est l'hôpital d'instruction des armées. C'est-à-dire il
Je disais tout à l'heure que la formation de base est effectuée au niveau de l'université pour les médecins. La spécialisation, en dehors de la voie de l'internat, je vais y revenir plus tard, la spécialisation est organisée par l'hôpital principal de Dakar. Donc la formation est effectuée à ce niveau. Pour l'hôpital militaire de Ouakam, il est classé hôpital de niveau 2. Mais si on regarde l'offre de service, on peut penser que c'est un hôpital sous-classé et certainement on doit travailler à le reclasser au niveau 3. Niveau 3, ça veut dire... Cela veut dire en ce moment, vu son paquet d'activités, parce que le paquet d'activités, en fait, c'est la carte sanitaire qui permet de classer les centres, les hôpitaux. Oui, mais il y a aussi les moyens dont vous disposez et les technologies qui sont... Non, justement, les moyens et technologies, c'est ça qui permet d'offrir un paquet de services. Exact. Et ces moyens-là sont disponibles aujourd'hui à HMO. L'imagerie médicale. L'imagerie médicale, la chirurgie, etc., même les différentes spécialités. Donc, nous pensons que vraiment l'hôpital militaire de Ouakam aujourd'hui doit être classé hôpital de niveau 3 et nous allons y travailler. D'accord. Et est-ce que dans le cadre du recrutement, est-ce qu'aujourd'hui, ce domaine, la santé militaire généralement, est-ce que cela attire dans l'armée? Est-ce qu'il y a de l'engouement pour éventuellement ceux qui veulent... Non, je pense que oui. Je vous ai donné tout à l'heure les statistiques de l'année dernière pour le concours de santé militaire. Oui. Ça ne concerne que... Oui, mais 1000 candidats, ce n'est pas beaucoup pour des milliers et des milliers de potentiels candidats. Ça ne concerne que les élèves de terminale, série S, les séries scientifiques. C'est des milliers d'élèves. C'est les milliers d'élèves, d'accord. Mais également, n'oubliez pas que pour faire la santé militaire, pour faire les armées, il faut être apte. Il faut être d'abord scientifique, mais être également médicalement apte. Oui. D'accord. Et ça nécessite également un engagement. Vous avez beaucoup de filtres en amont. Vous avez beaucoup de filtres en amont. Non, c'est lié aux exigences de notre métier. Alors, nous voulons vraiment des scientifiques, mais également qui sont médicalement aptes et également engagés. Est-ce qu'il arrive que des étudiants soient radiés ou bien renvoyés de la formation avant terme? Non, c'est possible. Pour différents motifs, par exemple. C'est possible. C'est possible. Ça peut être insuffisance de résultats ou bien maladie. Vous en avez connu? Tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, vous avez une masse critique quand même de médecins depuis que ce volet-là existe au sein des armées. Le Sénégal est en état d'urgence. Ailleurs, on parle d'état d'urgence sanitaire. Toujours est-il que c'est dans un contexte sanitaire que cet état d'urgence-là est arrivé. On peut parler d'état d'urgence sanitaire, mais l'armée n'est visible que peut-être la nuit pour faire respecter un peu le couvre-feu, mais le jour, en termes de sensibilisation, le truc et tout ça, on ne voit pas trop les militaires, les gendarmes et les policiers. Pourquoi? En fait, c'est lié à l'état de la pandémie. Je pense que pour le moment, c'est le ministère de la Santé qui assure le leadership de la gestion de la pandémie. Nous espérons que tout va jusqu'à la fin, que ça va rester au niveau du ministère de la Santé. Parce que si le ministère de la Santé est dépassé, certainement on va déclencher le plan hors sexe et plus tard peut-être étant exceptionnel, confier ça au militaire. À partir du moment où on parle d'état d'urgence, là, on Mais déjà, je peux vous assurer que même en l'état, les armées sont fortement représentées à tous les niveaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes vraiment présents au niveau du conseil, au niveau du comité de gestion des épidémies, je représente les armées. Au niveau du CES, on a au moins 3 ou 4 médecins militaires. Au niveau des unités de traitement, à Diamniadio, on a au moins 5 médecins. À Touba, on a au moins 4 médecins. La clinique Golf de Cambérène, on a au moins un professeur agrégé militaire et des infirmiers. On sait que les professeurs, très souvent, c'est des bureaucrates, hein, mais est-ce qu'on peut avoir des militaires opérationnels, des médecins qui soient sur le terrain, et ça dans toutes les régions du Sénégal, dans ce contexte actuel? Le professeur agrégé en infectiologie n'est pas un bureaucrate. Le professeur Seydi, là, il est professeur agrégé. Et c'est lui qui est sur le terrain à Fan. Et c'est son homologue, Cheikh Tidiane, qui est à la clinique Golf. Non, à l'hôpital de Touba, on a également un professeur agrégé là-bas. Mais est-ce qu'il peut arriver aujourd'hui que vous déployiez dans le Sénégal profond des médecins militaires? J'imagine que vous en avez beaucoup quand même. Vous avez une masse critique de médecins militaires là. Pour aller appuyer déjà, ne serait-ce que les hôpitaux. En regardant notre
carte sanitaire, au niveau de chaque région, on a déjà des médecins militaires qui travaillent déjà dans nos structures. Il y a également des médecins militaires qui travaillent en santé publique. À Ziguinchor, par exemple, le médecin-chef de région est médecin militaire. Et dans chaque région, on a après en dehors de Diourbel, qui fait partie de la zone de Thiès, mais partout nous avons des structures et il y a des médecins militaires. C'est quoi, vous, votre point de convergence avec la direction de la santé nationale, la direction classique, hors pandémie, en temps normal? C'est quoi vos rapports avec la direction civile, si je puis m'exprimer ainsi? Il y a une convention entre le ministère de la Santé et le ministère des Forces armées. Et dans cette convention, il y a plusieurs points. Nous collaborons dans le domaine de la formation, dans le domaine de mise à disposition de personnel, échange d'informations, etc., etc. Donc, même en dehors de pandémie, il existe un cadre de collaboration entre les deux ministères. Les deux ministères. Le rôle de ce 4 avril est un peu le rôle des armées dans la lutte contre les pandémies et les catastrophes. C'était un peu prémonitoire. Hein. On imaginait peut-être ce contexte-là. C'est quoi le rôle de l'armée dans son volet militaire? Qu'est-ce que vous faites généralement dans le cadre de cette prévention des pandémies ou des catastrophes, si on n'était pas, par exemple, dans ce contexte où nous sommes aujourd'hui? Déjà, l'armée a un cadre. Au niveau de l'état-major, il y a une cellule de coordination des situations d'urgence. Et il y a un conseiller qui a une compétence nationale qui conseille le SEMGA. Et il y a des démembrements au niveau de chaque zone militaire. Il y a un détachement donc, qui s'occupe des situations d'urgence. Et depuis 2010, je peux vous dire, l'armée a élaboré des plans de contingence en identifiant les risques majeurs, que catastrophes et pandémies. Et pratiquement, comme le ministère de la Santé, nous avons eu à élaborer des plans de contingence avec nos partenaires et dans chaque plan, nous avons identifié la responsabilité des armées. Ce qui fait que chaque fois que ce soit cette pandémie ou les épidémies passées, ce n'était pas trop difficile de nous intégrer dans le dispositif. Parce que déjà, il y avait une phase préparatoire. Il s'agit juste, en fonction du problème spécifique, de s'adapter et de se réarticuler. Ce qu'on a fait dans le cadre de la pandémie Covid-19. Vous aviez senti le coup venir, non? Non, on a eu la chance, ça c'est les pays africains, peut-être même les Occidentaux également, parce que l'épidémie s'est déclarée depuis le début de l'année en Chine. Et donc on a eu le temps de se préparer, et peut-être même de beaucoup apprendre avant que l'épidémie n'arrive. Lorsque l'épidémie arrive au Sénégal, on savait déjà le germe responsable. On savait déjà le réservoir qui est l'homme. On connaissait déjà les modes de contamination. Et également, on connaissait déjà les gestes barrières. Donc, plus ou moins, la Chine, la République populaire de Chine, a servi de laboratoire au reste du monde. Ce qui nous a permis, peut-être nous, certainement, disons, de mieux gérer, de mieux nous préparer à cette épidémie lorsqu'on a eu nos premiers cas. Donc, pour vous, aujourd'hui, à la lumière de ce que vous dites, est-ce que cette situation au niveau du Sénégal peut être maîtrisée quoi qu'il arrive? Ça dépend. Ce qui se passe ailleurs ou elle échappe complètement? Non, je pense que les pays africains, d'une manière générale, ont eu la chance. Ils ont eu le temps de se préparer. Ils ont une expérience. Ouais. Je l'ai dit, ils ont une expérience de la gestion des épidémies. Oui. Mais est-ce que pour celle-là... non, je termine. Bien cette épidémie, on a une expérience de Ebola, choléra, etc. Et ça, c'est des épidémies.
Donc, à peu près, on a mis en place des organisations, dispositifs d'alerte, des structures pour gérer les épidémies. Ouais. Alors, cette épidémie, cette pandémie est un peu particulière par sa vitesse de propagation. Ouais, ça vous a surpris, là? Surpris? Non, parce qu'on a senti venir. Parce que lorsqu'on a eu les premiers cas en Chine, et lorsque nous connaissions les modes de contamination, je pense que nous tous, Sénégalais, nous pensions qu'on allait avoir des cas. Quelle ampleur, c'est ça qu'on ne savait pas. Et je pense que le ministère de la Santé, dans une approche multisectorielle, donc avec tous ses partenaires, a mis en place un plan de préparatoire que le chef d'État a bien voulu valider, ce qui a permis de gérer très facilement les premiers cas. Maintenant, ce qui s'est passé... Là, les cas se multiplient. Ce qui s'est passé, c'est normal. Parce que c'est normal. Parce qu'une fois qu'on a les cas, je pense qu'il y a des mesures édictées par le ministère de la Santé. Malheureusement, ce qu'on n'a pas pu maîtriser, c'est en fait ce qui venait d'ailleurs et qui venait au Sénégal. Donc, il y avait des cas importés. Ouais. Et ces cas importés où il y a contaminé leur contact. Mais pourquoi, en voyant venir, vous saviez quand même qu'il y avait possibilité de contamination communautaire? Et apparemment, on ne s'est pas préparé à ce facteur-là. Non, je pense que toutes les mesures qui ont été prises par les autorités dans ce cadre de cette prévention. Oui, mais entre le premier cas et aujourd'hui, ça va très vite au Sénégal. Hein? Non, c'est vrai que la vitesse est importante, ce n'est pas négligeable. Mais regardez ce qui se passe ailleurs. Ouais, mais à ce rythme-là, on risque d'arriver au même niveau qu'ailleurs. Hein? Est-ce qu'auquel cas, le dispositif national dans lequel vous êtes peut prendre en charge ces... Je pense très sincèrement que le système de santé est loin d'être dépassé. C'est une situation sous contrôle? La situation est sous contrôle. Je pense qu'il faut même féliciter le ministère de la Santé, féliciter tout le personnel de santé et féliciter même les hautes autorités parce qu'ils ont pris les mesures idoines pour vraiment contenir les cas. Ce qui a échappé... On contient les cas, mais chaque jour, au moins, il y a 10 cas. Ce qui a échappé, c'est plutôt lié à nos comportements, nous, Sénégalais. Et ça, c'est un défaut de maîtrise globale aussi par l'autorité. Je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas faire en dehors de sa population. Je pense qu'aujourd'hui... la population doit jouer le jeu. La population doit jouer le jeu. Je prends juste l'exemple de l'état d'urgence. Est-ce que si la population était à un certain niveau de conscience, on aurait besoin de déployer chaque soir de 20h à 6h du matin les forces de sécurité? Ces ressources-là, on peut les utiliser ailleurs. C'est pour dire que quel que soit l'engagement des autorités, la population également a un rôle extrêmement important à jouer. C'est important. Est-ce que vous, dans le cadre de vos missions sanitaires et médicales, est-ce que vous intervenez dans la sous-région? En dehors du Sénégal, est-ce que la médecine militaire de l'armée sénégalaise intervient? Dans le cadre des missions de maintien de la paix, l'armée sénégalaise, je dirais même les forces de sécurité, interviennent au niveau de plusieurs pays. En Afrique et même parfois en dehors de l'Afrique. Que ce soit les militaires, les gendarmes, les policiers et même parfois l'administration pénitentiaire. On l'a dit, cette armée qui dispose de beaucoup de médecins et de paramilitaires qui interviennent dans le domaine médical. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, ailleurs, on entend parler de laboratoires militaires qui très souvent travaillent sur un certain nombre de bactéries dans le cadre des armes bactériologiques et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée sénégalaise a un laboratoire qui travaille sur, par exemple, des virus du genre? Vous dites que vous connaissiez les germes de ce virus-là. Est-ce que l'armée a un laboratoire militaire qui travaille de manière concrète sur... L'armée dispose de laboratoires au niveau des cycles de santé. Et à ce niveau, nous faisons de la recherche. Mais il y a des choses à améliorer. Je pense que dans les perspectives, la direction de la santé pense mettre en place un véritable laboratoire de recherche. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir l'armée
dans le cadre de la recherche liée à ce Covid, puisqu'après il y aura la période post-Covid, il faut quand même se projeter déjà dans l'avenir par rapport à cette pandémie-là et par rapport à ce virus qui sème la panique dans le monde. Est-ce que dans vos perspectives, la recherche, vous allez vous intégrer? Nous avons la chance dans l'armée d'avoir des spécialistes à plusieurs niveaux. Au niveau des universités, nous avons beaucoup de spécialistes militaires qui sont déjà dans des équipes de recherche. Mais également, le professeur Mboup, en son temps, a découvert le VIH2. Oui. Et actuellement également, dans le cadre du Covid-19, le professeur Ibrahim Seck, qui est médecin-colonel, chef de service médecine préventive, également, est déjà dans une équipe de recherche. Et nous tous sommes dans ces équipes-là. Mais le professeur Mboup, à l'époque, quand il a découvert le VIH2, il a été plus présenté sous l'étiquette de chef de service au niveau de l'hôpital, je crois, le Dantec, mais jamais sous la casquette militaire. Beaucoup ne savaient pas qu'il était militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, des militaires, disons, en bonne et due forme, peuvent revendiquer ce genre de... De toute façon, le professeur Mboup est militaire. Oui. C'est vrai, ça me permet d'aborder un peu le cursus de formation des médecins militaires. Le médecin militaire est autorisé à faire l'internat. C'est ce que le professeur Mboup a fait. Et ça permet, pour certains, de prendre la voie universitaire. Pour aller être enseignant à l'université. Pour être enseignant à l'université. L'internat, c'est quoi? C'est juste une spécialisation, si vous voulez. Et dans la spécialisation, il y a certains, à la fin, il y a certains qui sont recrutés comme assistants, puis maître assistant et progresser progressivement. D'accord. Certains, donc, anciens, au début, ont vraiment fait leur carrière au niveau de l'université. Il y a le professeur Mboup, puis il y en a d'autres, des chirurgiens, des médecins, etc., etc. Même en santé publique, les pères fondateurs sont des médecins militaires. Avant, au ministère de la Santé, il y avait beaucoup de médecins militaires et qui étaient les grands penseurs de la santé publique. Dans les civils, vous ont ravi la vedette au niveau du ministère? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'au début, à la création des comités de santé, c'était pour pourvoir les armées et le ministère de la Santé. D'accord. Ça, c'était en 1968. Ouais. Mais actuellement, je pense que le Sénégal a assez de médecins civils et qui occupent certains postes, mais ça ne gêne à rien. D'ailleurs, jusqu'à présent, nous avons un nombre important de médecins dans les hôpitaux, certains civils, d'autres dans les hôpitaux militaires. Okay. Et j'avoue que ça ne pose aucun problème. Sont dans la réserve générale. Il y a également certains qui sont à l'université. Ça ne pose pas qui sont à l'OMS, dans les instances internationales. Tout à fait. Voilà. On va vers le 4 avril. Hein. C'est dans 2 jours. On ne verra pas cette année l'école militaire de santé sur le boulevard du Général de Gaulle. C'est une prise d'armes au niveau du palais de la République. Covid-19 oblige. Okay. Que dites-vous à tous ces gens qui sont dans la santé militaire, dans l'armée de manière générale? Non, je crois que nous allons malheureusement vivre cette situation parce que nous sommes en situation de guerre. Je pense que la capacité des militaires, c'est la réversibilité. Donc, certainement, il n'y aura pas de défilé, mais déjà, nous sommes engagés sur un autre front et nous espérons à la fin, nous allons vaincre le Covid-19. Écoutez, je vous souhaite d'avance une très bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le médecin directeur de la santé des armées. Vous êtes spécialiste en santé publique, c'est cela? Merci beaucoup. Le point, c'est fini ce soir. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres actualités.